Moi-même, je suis radicale valoisienne, donc je fais partie de l'UDI, mais par rapport à un accord territorial et de liste avec Jean-Claude Gaudin, je suis restée siéger au groupe PMP jusqu'au renouvellement. Voilà. Donc ma position est celle du Parti radical, c'est une position fédéraliste. C'est une position en revanche de reconstruction de l'Union européenne. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, l'Union européenne apparaît comme, comment dirais-je, empreinte de solidarisme, certes, mais dans le même temps, elle n'est pas apte à régler certaines problématiques que les États rencontrent et de fait mobilise contre elle. Donc je pense qu'il est urgent effectivement de rectifier certaines choses, notamment le fait pour les États d'être tous ensemble avec les mêmes droits, c'est une chose quand ils répondent aux mêmes conditions, sur quoi on est tous d'accord. Néanmoins, ne faudrait-il pas, lorsque certaines conditions ne sont pas remplies, permettre des périodes d'observation, d'autres choses? Je pense que on n'a pas péché par générosité, parce qu'on ne pêche jamais par générosité, mais un peu par inconséquence peut-être. Voilà. Et c'est dommage. Aujourd'hui, je crois qu'il y aurait beaucoup moins de critiques sur l'Union européenne si les choses étaient mieux réglées. Oui, on en a discuté. Moi, le principe du travailleur détaché, ça correspond effectivement à la logique du laisser libre, laisser passer, qui convient au sein de l'Union, d'autant plus avec l'espace Schengen. Dans le même temps, je crois qu'il faut véritablement qu'on s'arc-boute pour que les conditions salariales soient les mêmes. Sinon, on revient à une concurrence sauvage qui s'apparente à du dumping et ce n'est pas bon. Donc, dans un premier temps, j'ai donc effectué ce rapport en auditionnant véritablement le plus possible pour des personnes intéressées. Ce rapport est évidemment, dans ma position politique en tout cas, évidemment favorable à un parquet européen qui, dans un premier temps, en raison de l'absence d'unanimité, risque de se faire par coopération décentralisée. Dans le même temps, un parquet, oui, mais un parquet qui puisse aussi s'épanouir dans un deuxième temps des incriminations propres aux délits financiers et s'étendre à toute la criminalité transfrontière qui connaît un bond phénoménal justement avec cette absence de règles de l'Europe. Je pense notamment à la traite des êtres humains ou effectivement au trafic de drogue qui prend des proportions qu'on n'a jamais vues. Aujourd'hui, dans des quartiers, on peut retrouver 500 kg de cannabis sans problème, avec des sommes colossales qui transitent, ce qui favorise évidemment les délits de sang, enfin, les délits pénaux. Donc, nous sommes d'accord pour le parquet européen. Mais en revanche, Viviane Reding a produit un projet de parquet européen extrêmement centralisé et qui correspond à un procureur financier. Il sera beaucoup plus difficile dans cette proposition d'étendre effectivement le champ d'application du parquet européen et dans le même temps, surtout, nous y voyons de véritables problèmes par rapport à la souveraineté d'une part des États membres et surtout par rapport à l'articulation entre le parquet européen et les droits internes. Donc, le principe de subsidiarité, il est simple, c'est l'Europe doit faire à la mesure d'eux. Ça doit toujours être un plus. Ça ne doit pas se substituer à l'État. Donc à partir de là, effectivement, nous avons refusé la proposition de la Commission européenne, en accord d'ailleurs avec les Allemands. Vous voyez, c'est ainsi qu'on peut influer, parce que dans ce cas, lorsqu'on a un certain nombre d'États membres qui ont effectivement la même position sur ce type sur une question posée, à partir de là, la Commission ne peut pas imposer. Voilà son point de vue. Elle peut retirer, par contre elle a une certaine attitude d'action, elle peut retirer effectivement sa proposition, elle peut la retravailler. Oui, bien sûr que les parlements nationaux doivent regarder l'opportunité des choses. Nous l'avions fait d'ailleurs à l'occasion du problème sur le vin rosé, de la PAC, puisque l'Europe proposait, conformément d'ailleurs à ce qui se passe dans d'autres pays, notamment l'Espagne, de donner le label vin rosé à un mélange de vin blanc et de vin rouge, qui en fait consiste à recycler les invendus. Sauf que la France et d'autres pays sont des producteurs
de vin rosé, de véritable vin rosé, et qu'évidemment ça allait porter préjudice à l'ensemble des vignerons. Donc nous nous sommes véritablement gendarmés, et ce n'est pas passé. Donc l'opportunité peut être déjà effectivement contestée, réaménagée. Maintenant, il faut être cohérent aussi. Si on permet à l'Europe de s'élargir comme nous le permettons, si chaque État membre est bloqué, il n'y a plus d'Europe. Vous voyez ? Donc tout se trouve dans un juste milieu. Je dis simplement une chose, c'est qu'aujourd'hui on a la possibilité évidemment d'agir en opportunité. C'est une possibilité qui n'est pas, enfin qui est restreinte quoi, encore une fois, mais on a cette possibilité. En revanche, où on décide qu'il y a l'Europe, ou on décide qu'il n'y en a pas. Voilà. On ne peut pas non plus être tout le temps dans la règle de l'unanimité. On peut être dans la règle de la négociation, dans la règle de la majorité qualifiée, ce qui se fait, hein, notamment par exemple sur le traité du TFUE avec le parquet européen, mais donner une totale latitude aux États membres sur des sujets dont ils ont déjà décidé, parce qu'ils ont décidé à l'origine, qui laissaient l'Europe effectivement agir, tout en étant d'accord ou pas, encore une fois, avec cette marge de négociation, bah, ça n'a plus de sens. Concret du Parlement européen, du parquet européen, parce que c'est un sujet que j'ai fouillé de fond en comble. Donc, avant même que la Commission propose, les États membres se sont emparés du sujet. C'était une possibilité, ce parquet européen, puisqu'il faisait partie du TFUE, un traité de fonctionnement de l'Union européenne. Mais rien n'obligeait la Commission à faire une proposition au jour d'aujourd'hui. Donc ce sont les États membres qui s'en sont emparés, qui ont fait part à leurs collègues d'autres États de leur positionnement, et c'est ainsi que le commissaire européen, effectivement, a engagé elle-même cette proposition-là. Mais ça se passe de la même manière. Il est évident que, surtout un pays comme la France, hein, qui a été dans les fondateurs de l'Europe, qui est un pays de pointe, hein, sur le plan des droits de l'homme, sur le plan de son système social, il est évident qu'on négocie en amont, bien sûr. Après, on n'a pas forcément la même position qu'à l'arrivée sur un sujet donné. Mais néanmoins, on est présent comme l'Allemagne dès le départ. Bien avant que la Commission des affaires européennes, effectivement, produise sa proposition, nous avons travaillé sur l'hypothèse qui nous était donnée par le texte du traité de fonctionnement. Il y a eu le vote de la Commission des affaires européennes, ensuite ça a valu résolution, et puis il y a eu présentation évidemment à la Commission des lois. C'est contraignant, c'est là où on rentre dans le système de la majorité qualifiée au niveau des États membres. Par exemple, le Sénat a pris cette position, qui est la même que celle de l'Allemagne. L'Assemblée nationale était d'accord sur le parquet européen, mais a été moins, comment dirais-je, moins offensive au niveau de son positionnement, donc n'a pas donné d'avis par rapport à la subsidiarité. Donc, de deux voix, il y en a une. Vous voyez, ça se passe en nombre de voix. D'accord. Voilà. Donc à partir de là, il est avéré qu'aujourd'hui, Viviane Reding sait que sa position première va être rejetée, donc elle a le choix entre retirer totalement sa proposition ou bien la reformater plus en accord avec les États membres. Voilà. Bon, ben, je pense que déjà il y a un degré de souveraineté qu'il faut laisser aux États, c'est une évidence. Dans le même temps, une Europe fédérale permettrait que les articulations se fassent bien mieux d'un État à un autre État. On voit bien aujourd'hui que l'Europe est en état d'inachèvement, que cette espèce de statu quo qui est donné ne convient à personne. On voit bien que, effectivement, je parlais de la criminalité tout à l'heure, je suis pénaliste de formation, donc ça m'intéresse au premier chef. On voit bien que là-dessus, on n'a quasiment pas de moyens d'action. Il y a des coopérations qui se font, bien entendu, d'État à État et autres, mais ce n'est pas à la hauteur de ce que cela pourrait être. Dans le même temps, lorsqu'on parle effectivement de l'euro, on voit bien les levées de boucliers aujourd'hui que l'on peut rencontrer dans beaucoup d'États membres, et en France. On voit bien la montée de l'extrême droite. Tout ça parce que les mécanismes de régulation n'ont pas pu être faits comme ils devraient l'être si c'était un État fédéral. Vous voyez, donc l'État fédéral, ce n'est pas contre la souveraineté des États, c'est au contraire des mécanismes de régulation qui conviennent beaucoup mieux aux situations particulières que l'on peut rencontrer. Et comment ça se mettrait
j'imagine. On a un système qui pourrait être effectivement l'élection d'un président, avec 2 grandes chambres. Je pense que les 2 chambres y seront de toute façon, enfin au moins une. Néanmoins, au niveau de la présidence, on a aussi un système, d'autres systèmes qui sont des présidences tournantes. Enfin, je crois qu'on n'en est pas encore là. Voilà. Donc on a pas mal d'hypothèses à explorer. J'ai pas d'idée figée, parce que ce serait idiot, je pense, au jour d'aujourd'hui, d'avoir une hypothèse complètement arrêtée, et ça serait le meilleur moyen de conduire à l'échec, hein, cette option. Mais dans le même temps, oui, je pense qu'il y aurait effectivement un système avec une tête, des parlementaires, et ensuite les États. Mais de toute façon, l'État fédéral n'est jamais là pour résoudre l'ensemble des problématiques qui se posent. Hein, voilà, c'est juste un mécanisme de régulation qui permet aussi une force sur le plan de défense, qui permet une force commerciale. Voilà, c'est un petit peu peser face aussi aux grandes puissances du monde. Une chose, c'est que la proposition que vous faites, elle est très séduisante. Maintenant, je crois qu'il faudrait plus de réflexion que là, en 30 secondes, pour y réfléchir véritablement. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'une négociation, c'est toujours un échange. Donc, dans le cadre, on ne peut pas tout prévoir en amont. Bien sûr. Voilà. Donc, dans le cadre d'un échange, certaines propositions peuvent se faire, qui sont recevables, d'autres qui le sont moins. Tout dépend aussi de l'équilibre des propositions. Et c'est peut-être aussi dans le contrôle a posteriori que le Parlement peut dire non, ça, c'est pas négociable. La marge qui est donnée en amont, est-ce qu'elle est apte? Et là encore, ce sont des idées que je jette comme ça, sans avoir eu le temps effectivement de mûrir la réflexion. Mais est-ce que cette marge en amont est apte à tout prévoir? Je ne le crois pas forcément. Sûrement pas, effectivement. Est-ce que vous êtes favorable à un référendum d'initiative citoyenne, mais un vrai, pas tel qu'il existe aujourd'hui dans la Constitution? Sincèrement, oui. Oui. Moi, je pense que, à moins qu'on soit dans un populisme exacerbé où on monte les foules les unes contre les autres, il y a des questions qui sont cruciales pour la population, et je ne vois pas pourquoi on serait plus intelligent que le peuple, puisqu'on est là pour le représenter. Néanmoins, le principe me paraît effectivement une bonne chose, c'est-à-dire un niveau minimum qui ne soit pas ridicule, qui soit véritablement conséquent. Donc là, à savoir, il faudrait encore réfléchir les paramètres pour savoir si c'est le bon niveau. Mais à partir de là, oui, je pense que la décision appartient au peuple. D'accord, donc vous soutiendriez peut-être une proposition qui irait effectivement dans ce référendum sens. d'initiative populaire, oui. D'accord. Ben merci. Merci beaucoup.